Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous dans ce nouvel entretien proposé par Mental Waves. Nous retrouvons aujourd'hui une personnalité connue et reconnue sur Mental Waves, en effet, mais aussi dans le monde entier. J'ai nommé le docteur Olivier Madelrieux, spécialiste de la neurochimie du cerveau, docteur en pharmacie, enseignant en hypnose dans 18 pays, préparateur mental et coach de sportifs de haut niveau, conférencier, un expert et une preuve vivante du cerveau infatigable et générateur d'un maximum de potentiel. Bonjour Olivier, Bonjour Karine, merci pour cette invitation. mais merci de l'avoir accepté, surtout parce qu'on sait que le temps est compté. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette présentation parce que c'est très difficile de synthétiser vu l'étendue des travaux? Alors, je vais rajouter quelque chose parce qu'on a parlé des sportifs que j'accompagne. Jusqu'à présent, c'était 527. Depuis 3 semaines, c'est 528, puisque j'accompagne Fabien Leroux, qui est la personne qui traverse l'Atlantique, qui est passée sur TF1 et qui traverse l'Atlantique à la nage. Waouh, Donc, il part de Cap-Vert, à côté de l'Afrique, jusqu'à la Barbade, le 16 décembre, 12 heures de nage par jour, pendant 50 jours. Il a juste un flotteur attaché à lui, dans lequel il peut dormir 3 mètres sur 2 mètres 50. Et il y a des vagues de 4 à 10 mètres. C'est absolument fantastique. Et là, c'est là que la supraconscience rentre en jeu, parce qu'on n'est plus dans le mental. Parce que cette personne, Fabien Leroux, c'est quelqu'un qui a eu un AVC il y a 5 ans. Voilà. Partie droite du corps paralysée, condamné par le corps médical à rester alité pendant 6 mois. 4 jours après, il faisait un footing dans l'hôpital. Et ils lui ont demandé de signer une décharge parce qu'ils ont cru qu'il allait lui arriver un truc. Et là, il est venu me voir pour qu'on puisse travailler ensemble le sommeil polyphasique, de rentrer en alpha toutes les 2 heures comme il veut pour récupérer. Parce que c'est quand même un exploit hors du commun parce qu'il fait ça sans assistance. Il n'y a aucun bateau autour de lui. Il est tout seul autour de l'Atlantique. Voilà, c'est pour ça que je tenais à dire ça parce que je pense que c'est un exploit hors norme. Et là, ce n'est pas le mental qui fait ça, c'est tout ce qui est au-dessus du mental, la supraconscience. bah, c'est une parfaite introduction, effectivement, parce qu'on va parler de cette thématique absolument passionnante qui est la supraconscience, effectivement. Et justement, peut-être pour introduire cette thématique passionnante, certes, mais absolument vaste et peut-être nébuleuse pour certains esprits, parce que c'est quand même assez subtil. Est-ce qu'on peut vous demander de nous donner un petit peu les subtilités et les éclairages qui distinguent le conscient, l'inconscient et la supraconscience avant d'aller vraiment Tout dans à le fait. cœur Ben, du c'est sujet? c'est quelque chose qui est très intéressant parce que depuis les années 80, on parle d'inconscient et de conscient. Ça, c'est la PNL. La PNL, l'hypnose ericksonienne, ne parle que du conscient et de l'inconscient. Quand on est dans l'hypnose américaine, l'hypnose allemandienne, celle que je défends, celle que je pratique, les états profonds, on parle de subconscient, d'inconscient et de conscient. Et justement, dans les protocoles SICORT, les protocoles qu'on en appelle SDAIL ou les protocoles d'Agnès Simpson, on parle de supraconscience. C'est-à-dire que ça fait partie, on va dire, du cerveau droit en opposition au mental qui dirige, mais c'est cette partie qui est au-delà du subconscient. Le subconscient, c'est la partie automatique. On peut reprogrammer les choses, on peut programmer, on veut arrêter de fumer, on veut perdre du poids, on va travailler le subconscient. C'est-à-dire on va mettre d'autres images. Mais lorsque, par exemple, le docteur Murphy, Joseph Murphy, nous parle de la puissance du subconscient, il ne nous parle pas du subconscient pour arrêter de fumer. Quand il parle du subconscient, on n'arrive pas à le traduire en français, mais c'est la supraconscience. C'est la supraconscience, c'est-à-dire c'est cette partie qui s'est en fait incarnée dans notre enveloppe terrestre. Alors pour faire simple, je ne veux pas perdre les gens dès le début de cette interview, on va reprendre un peu les enseignements ésotériques. Moi j'aime beaucoup les traditions initiatiques, l'arbre de vie, la Kabbale, etc. On a le Ein Sof, le Ein Sof Hour, qui sont les 3 voiles qui permettent après de rentrer dans les 10 séphirotes, je ne sais pas si vous connaissez, de l'arbre de Oui. vie. Donc, Keter, Okma, Bina, puis après on va à Géboura, on va à Yézed, on descend dans le soleil, Tiferet,
puis on va descendre dans Vénus, Mercure, puis on descend dans Yesod, la Lune, pour arriver à Malkout, la matérialisation, qui est le corps. Mais tout ça, ces voiles de la manifestation, ça correspond aux 9 voiles de l'existence. Et ça commence par ce qu'on appelle l'âme universelle. Donc le premier niveau, le Keter, c'est l'âme universelle, qui va ensuite se différencier avec notre âme. Et notre âme va passer dans ce qu'on appelle le soi. Et le soi, c'est le je. C'est pas le je suis, c'est le je. Le je qui est indéfini, mais qui est notre existence, qu'on appellerait en fait l'étincelle divine. L'âme, c'est ce qui vient donc de l'âme universelle, et l'âme va se matérialiser dans ce qu'on appelle le je. Et quand on va passer dans le je suis, le fameux je suis qu'utilise par exemple Neville Goddard, Atkinson, Emerson, donc tous ces métaphysiciens américains de la fin du 19e, début du 20e, quand ils parlent du je suis, ils disent le je suis, c'est ce qui permet d'affirmer les choses. Et là, ils parlent de supraconscience. C'est entre la superconscient et la supraconscience, c'est-à-dire le je qui devient le je suis. Et ensuite, le je suis va devenir je suis Olivier Madel-Rieux. Et après, ça va être le 5e niveau. Le 6e niveau, c'est je suis pharmacien. C'est-à-dire je suis, c'est au-delà de mon identité. 5e niveau, c'est mon identité, je suis Olivier Madel-Rieux. 6e niveau, c'est je suis pharmacien. 7e niveau, c'est je suis quelqu'un de bien. Autrement dit, il y a les gens qui sont pas bien et moi, je fais partie des autres. Donc là, on commence à rentrer dans la différenciation. Et puis après, on va continuer, on va rentrer dans le je suis pathologique avec les ombres. Et puis après, on va devenir même dans l'archétype. Donc en fait, c'est cette tombée dans la matière qui fait qu'on passe de cet aspect lumineux, supraconscient, superconscient, et puis on descend dans la métaconscience, et puis ensuite on est dans la conscience, et puis au fur et à mesure, on rentre dans la matière. Voilà. Donc, pour nos auditeurs, la supraconscience, c'est ce qui est l'observateur, lorsqu'on veut bien s'y concentrer, à notre vie terrestre. Donc, si on est observateur, on peut modifier l'expérience, puisque l'observateur, c'est, selon la physique quantique, la possibilité alors, on a souvent parlé de la physique quantique dans l'infiniment petit, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens que vous avez invités sur la chaîne Mental Waves, comme Philippe Guillemont, comme Romuald Le Terrier, qui parlent de la rétrocausalité du temps. Et moi, je parle beaucoup du docteur Bruce Goldberg, qui à la fin des années 90, parlait de la paragression. C'est-à-dire, il ne parlait pas de la régression, il parlait du fait qu'on avait 5 vies parallèles. Bruce Goldberg. Un livre à lire, c'est Past Lives, Future Lives. Il explique que dans la journée, nous avons 5 vies que nous vivons en même temps, mais pas dans 5 endroits différents. C'est-à-dire que tout d'un coup, les événements que nous vivons entre 9h et 10h, c'est la vie numéro 1. Et puis entre 11h et midi, on est en interaction avec d'autres personnes. Des fois, c'est même totalement kafkaïen ce qu'on vit. On ne comprend pas. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, on est perturbé par des événements qui n'ont plus rien à voir avec le démarrage qui était en fanfare, et puis tout d'un coup, on est pris dans une affaire qui n'a rien à voir avec nous, on ne comprend pas d'où elle arrive. C'est la vie numéro 2. Et puis à 13 ou 14 heures, on a un coup de fil, on est avec quelqu'un d'autre, c'est la vie numéro 3. Et lui, il explique qu'en fait, la vie n'est pas un fil continu, il y a plusieurs vies, et il appelle ça donc, dans ce système d'hypnose, les paragressions, c'est-à-dire passer d'une vie à l'autre pour en fait pouvoir choisir la vie que l'on va continuer à exercer. Et dans la fin des années 95, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'il a écrit 5 livres, c'est Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui a écrit l'existence du double, les temps parallèles, le dédoublement du temps, où il explique qu'en fait, on vit dans une autre réalité, et dans une autre réalité, il y a un double à nous, que dans les traditions initiatiques, on appelait ça, donc selon les Grecs, Agélos. Agélos, ça veut dire l'ange gardien, et on peut communiquer avec lui, et en fait, c'est notre supraconscience. Et lui, il le représente sous forme d'un ange, dans lequel on peut parler avec lui pour nous donner des conseils sur notre futur. Et donc, moi, Past Life, Future Life de Bruce Goldberg, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que j'ai découvert à l'époque où je faisais la méthode Silva et l'hypnose, m'ont vraiment inspiré, puisque, comme je l'ai déjà expliqué dans les séminaires, des webinaires avec Alex Michel, j'ai été formé par Patrick Drouot entre 94 et 98, où on parlait de régression, on parlait aussi de vie parallèle,
de vie antérieure. Et c'est cette notion-là, alors que moi, j'étais pas dans le business à l'époque, j'étais vraiment dans un travail sur moi, puisque j'étais dans mes activités de pharmacie, qui m'ont permis d'intégrer ça dans ma vie. Et ça fait partie, en fait, pas d'une croyance, mais d'une conviction. Et quand je découvre Romuald Le Terrier, Philippe Boboula, Philippe Guillemont, Bruce Lipton et tous ces scientifiques maintenant qui expliquent la réalité qu'on pouvait supposer à travers ces livres, eh ben, je bois du petit lait parce que quelque part, ce qu'il faut, c'est sortir de ce mental analytique qui nous cloisonne et découvrir la façon d'accéder à notre supraconscient, c'est-à-dire au-delà de la boîte crânienne. Alors, Donc, accéder au jeu. pardon Olivier, je vous ai coupé. Ouais, je vous en prie. Je voulais vous demander justement, parmi les questions, du coup, vous avez ouvert un petit peu l'espace, donc je me permets de m'y faufiler. Euh, Vous disiez que ça fait appel à quelque chose qui vous passionne. Et du coup, comment, vous qui êtes docteur en pharmacie, comment vous avez ouvert cet espace sensible, subtil? Alors, c'est intéressant parce que la pharmacie mène à tout à condition d'en sortir, comme dirait Alphonse. Voilà. Mais je rappelle que Séguéla, le grand publicitaire, était pharmacien à la base. Mais il a envoyé paître la pharmacie et il a fait le tour du monde en 2 chevaux. Et après, il est rentré chez Havas et puis il a créé sa boîte de publicité. Comme quoi, on peut sortir du cerveau gauche. En fait, il s'est passé des événements, j'en ai parlé dans un ou deux séminaires. Dans les années 93-94, j'ai fait de la politique à un certain niveau. Donc, j'étais aux élections cantonales et il s'est passé des manifestations étranges dans ma vie et dans ma maison parce que j'ai eu de la magie noire sur moi. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas imaginer. Et quand on a des statues qui bougent dans votre maison, qu'on a la télé qui s'allume 3 fois dans la nuit, vous vous levez, vous débranchez le fil, mais que la télé se rebranche, vous vous demandez comment le fil il s'est rebranché. Surtout que mon ex-épouse qui dormait avec moi s'était pas levée. Je ne voyais pas qui c'est qui pouvait avoir mis le fil rebranché. Ça vous arrive 3 fois. Vous avez la statue de Napoléon qui vous fait un clin d'œil, qui bouge la tête comme ça. Là, et ma femme voyait la même chose. Donc, j'étais pas le seul. Donc, les hallucinations, je veux bien croire un moment. Et il faut trouver d'autres raisons. Donc, je suis allé de quête en quête. Je suis allé voir un prêtre pour avoir un prêtre exorciste. Et il a rigolé en disant que c'était un voisin qui me faisait des blagues. Je dis, ah, expliquez-moi comment il peut faire pour me mettre, etc. Et j'ai cherché. Donc, et de fil en aiguille, ben, j'ai découvert qu'il y avait un monde invisible. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec Patrick Droureau, que j'ai travaillé avec EmiSync, le système de l'Institut Monroe, d'ailleurs, où a travaillé Patrick Drouot, mais là, c'était avec un ami, Jean-Pierre Borde, voilà. Et donc, je me suis passionné dans ces états modifiés de conscience pour, en fait, comprendre la dimension invisible que je venais de découvrir à l'insu de mon plein gré, sans l'avoir demandé, qui est rentré dans ma vie à travers la politique. Et la deuxième chose, c'est de comprendre les pouvoirs psychiques, pouvoir me protéger de ce qu'on m'avait fait pour que ça ne m'arrive plus jamais. Voilà, donc c'est pour ça magnétisme énergétique, ouverture du troisième œil, activation glande pinéale. Donc ça a été ma quête à travers des voyages initiatiques dans certains pays, et puis des rencontres extraordinaires, et puis des cercles philosophiques et initiatiques que j'ai fréquentés, voilà, comme l'alchimie par exemple. Depuis combien d'années vous avez plongé dans cet Mais univers? ça m'est arrivé en 93-94, donc ça fait une trentaine d'années. Et c'est pour ça que, ben, par exemple, Patrick Drouot, je vais le rencontrer en 94. Je vais travailler avec lui pendant 4 ans. Je vais travailler sur la médecine vibratoire. Je vais travailler sur les scans énergétiques. Donc, on apprend à scanner ça. Et à l'époque, il n'y avait pas les soins énergétiques dont on entend parler aujourd'hui. Il y avait même pas de livre. La référence, c'était Patrick Drouot. Tout le monde se formait avec Patrick Drouot. Donc, ça, c'était il y a 28 ans que j'ai fait ça. Curseur, oui. Et après, ben, je vais rencontrer Jean-Pierre Borde sur Agen qui a créé un ZOM. Les ZOM, ce sont des formes, vous connaissez, Oui. basées sur le nombre d'or. Et Jean-Pierre a construit le plus grand de France, à côté d'Agen. Et Jean-Pierre, c'est au départ un magnétiseur. Mon frère est son expert comptable. Et donc, il est au départ épicier, plus exactement. Il a des légumes et des fruits qu'il vend. Et en fait, les clients viennent le prévenir qu'ils n'ont jamais vu ça. Les pommes, elles restent normales sans pourrir pendant 3 semaines. La salade aussi. Et en fait, les gens disent, mais j'achète quand c'est pas vous, que c'est votre femme, c'est pas la même chose. En fait, c'est son magnétisme
quand il attrape les fruits. Et donc, il va découvrir qu'il magnétise les fruits à l'insu de son plein gré. Et du coup, quand il va prendre conscience de ça, il va devenir magnétiseur et il va découvrir donc la méthode EmiSync de l'Institut Monroe, qui est basée, Alex Michel connaît bien sûr les fréquences binaurales, qui permet d'activer les fréquences du cerveau à travers deux sons différents dans les... Et moi, je me suis formé donc au niveau 1, 2 et 3, donc avec ce qu'on appelait les focus, focus 8, focus 10, focus 12, focus 15, focus 18, 21, 22, 24, 26, 28, 26, 27, 28, parce qu'il y a 28 niveaux. Et moi, j'avais envie de pouvoir reproduire ça, mais sans avoir besoin des musiques. Et donc, c'est comme ça que, à force de méditer, de rentrer dans ces états modifiés de conscience, parce que j'avais fait des ancrages, que m'est venue donc l'inspiration de travailler ce qu'on va appeler les PC, les points de conscience qu'on retrouve dans la supraconscience, accéder au niveau 7, 14, 21, 28. C'est venu en fait des expériences vécues en hémisync, sachant qu'en hémisync, il n'y a pas de parole, il n'y a que des fréquences. C'est-à-dire, c'est que de la musique que l'on entend. Alors, c'est même pas la musique, parce qu'à partir du focus 12, c'est plutôt des bruits un peu d'aspirateur ou de sèche-cheveux, qui sont différents. Et ça crée des images dans votre cerveau, et vous vivez plein de choses sans qu'on vous ait induit quoi que ce soit en termes de suggestion ou de parole. Alors, je me suis dit, ça serait bien si j'arrivais à trouver un processus. Et moi, je trouvais ça tellement génial, les choses que j'ai vécues, parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai vues dans les années EmiSync, c'est entre 2003 et 2005 que je le vis. Et donc, j'ai voulu mettre en place ça, et c'est comme ça qu'ensuite, quand j'ai commencé à mettre mes propres systèmes, j'ai créé mon école d'hypnose, et puis je me suis lancé dans le développement personnel, parce que j'ai compris ma mission à partir de ça. Hmm. Alors, vous avez fait référence effectivement à Supraconscience, qui est un programme que vous avez mis en place justement avec Alex Michel. Tout Euh, à fait. donc, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs programmes qui existent déjà disponibles sur Mental Waves. Euh, j'en profite de cet espace-là pour informer nos auditeurs que cet entretien sera diffusé en deux parties. Et que donc, pour vous enrichir d'un maximum d'informations, je vous invite à bien suivre la mise en ligne de la deuxième partie d'ici quelques jours. Ceci étant dit, je voulais vous poser une question, Olivier. À quoi peut-on se fier pour savoir dans quel état de conscience on se situe? Est-ce qu'il y a quelque chose, une référence de senti intérieur qui pourrait nous permettre de donner cette indication? Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on est tout seul, c'est difficile de savoir. Alors déjà, les états alpha, on a l'impression des fois qu'on ne s'est pas endormi. Et je sais, c'est la question quand on fait l'hypnose, les gens disent, mais si j'avais ouvert les yeux, je me serais réveillé. Mais il n'est pas question d'endormir les gens. C'est-à-dire ce qu'on voit à travers les hypnoses de spectacle de Mesmer, par exemple, on a l'impression que les gens sont totalement en sommeil, ce qui est faux parce qu'ils se prêtent à un jeu. Alors, c'est pas qu'ils faussent le résultat, c'est qu'ils ont été programmés. Ils ont déjà fait des séances avant pour pouvoir les faire. Et donc, nous, comme on fait la première séance, on a l'impression qu'on est là et pas là. Mais on n'a pas l'impression qu'on dort. Et c'est vrai parce que la conscience est toujours présente. Donc, ce qui va, on va dire, se faire en hypnose, on va pouvoir faire avec des tests, ce qu'on appelle les tests S-Dale. Il y a trois tests particuliers qui permettent de vérifier qu'on est en état θ, c'est-à-dire la différence entre alpha et θ. Et donc, un des tests, c'est que je vais prendre le bras, le deuxième bras, la jambe, la deuxième jambe, et sans dire quoi que ce soit, ça tient tout seul. Il y a une catatonie du corps. La deuxième chose, c'est que je vais taper, je vais demander à la personne d'ouvrir les yeux. Elle ne peut pas ouvrir parce qu'elle est en catalepsie oculaire et n'entend plus. Et je prends la main, je fais comme ça, et effectivement, elle ne sent rien. Elle n'a ni mal, ni elle ne sent rien. Ça, c'est les trois tests qui caractérisent donc l'état Esdale, du nom du colonel de l'armée britannique, Robert Esdale, qui pratiquait dans les années 1860 l'hypnose à travers des passes magnétiques, un peu comme Mesmer du XVIIIe siècle. Et au bout d'une heure et demie, les personnes étaient endormies, on pouvait faire des opérations. Le seul problème, c'est qu'un an après la mise au point des techniques, est arrivé le chloroforme. Et donc, en Angleterre, on a commencé à opérer avec ça, alors que
dans l'armée française et britannique, on avait commencé à mettre les rudiments de la méthode Esdale, qui était en fait la reprise de passes magnétiques venant des hindous, parce que Robert Esdale avait été commandant dans l'armée en Inde. Ça veut Mais dire Big Pharma est arrivé. Big Pharma est arrivé. ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. S'il n'y avait pas eu cette histoire Ouais, de chloroforme, on hypnotiserait toujours et on opérerait sous hypnose comme ça exactement. vient. Exactement. Robert Incroyable. Esdale, si vous le découvrez sur Internet. Oui, merci pour les références. Voilà. Alors c'est vrai que quand on le fait tout seul, on ne peut pas trop savoir puisqu'on ne peut pas faire les tests. Mais ce qui va être important, c'est si on le fait de manière assise, c'est si on reste comme ça ou si on part comme ça. Si on lâche vraiment le corps, puisque c'est la catatonie du corps, il y a un lâcher total du corps et même la personne, elle va être comme ça pratiquement, faire la séance sans avoir mal. Parce qu'il y a un tel relâchement que même dans une position inconfortable, il n'y a pas de douleur musculaire. Au réveil, elle risque d'avoir mal parce qu'effectivement, les muscles ne sentent rien en état θ. Mais en état bêta, oui, ça, la conscience que le muscle est resté bloqué pendant une certaine période, ben, se réveille. Alors, est-ce qu'il y a des dangers ou des contre-indications particulières? Alors, le danger, c'est de ne pas se réveiller. C'est ce qui est arrivé malheureusement à la Belle au bois dormant, qui s'est jamais réveillée. Il a fallu qu'un jour, le prince charmant vienne la réveiller. C'était l'inoptiseur de service. Non, je rigole. Quand les gens me disent, est-ce qu'on peut ne pas se réveiller? Alors, je dis, quand vous faites l'auto-hypnose, la première chose, c'est toujours d'avoir l'intention de vous réveiller au bout de 20-25 minutes, de mettre l'intention, c'est important. C'est vraiment de mettre ça. Et la deuxième chose, ben, si vous ne vous réveillez pas, vous allez faire un cycle de sommeil d'une heure et quart. Et c'est parfait parce que du coup, votre conscience va retravailler un cycle normal de sommeil. Alors, est-ce qu'on peut définir un peu ces paliers, ces différents plans de conscience? Alors, ces plans de conscience, tout à fait, ben, ils sont liés en fait toujours pareil à nos champs énergétiques, hein. Je parlais tout à l'heure de l'arbre de vie avec les séphirotes. Donc, on va partir du bas, on va partir de Malkout, qui est le corps, et on va accéder donc ce qu'on appelle au premier niveau, donc qui est Yesod, qui est la lune. Et là, ça va correspondre donc ce qu'on appelle au PC7, le point de conscience 7, qui est celui qui correspond à l'harmonisation des chakras, parce qu'on accède en fait à notre corps éthérique. Donc la conscience, quand elle va commencer à reprendre sa dimension, elle va sortir du corps. Parce que ce qui est important, c'est que la conscience, elle n'est pas localisée. Elle est, parce que nous sommes dans un univers mentalisé, elle est dans notre mental. Mais ce que savent faire les yogis, ils savent se percer, par exemple, une joue et ne rien sentir, ne pas saigner, parce qu'ils sortent leur conscience du corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas la douleur, qu'ils peuvent se mettre sur des tapis de clous, etc. Parce que la conscience n'est plus dans le corps. Et ce que j'apprends dans certains séminaires, c'est de pouvoir projeter sa conscience. J'ai pas parlé de voyage astral, attention, c'est autre chose. Voyage astral, c'est sortir du corps. Moi, je parle de projeter la conscience hors du corps. On peut la projeter au Taj Mahal, par exemple. Et ce que je fais avec des personnes dans des séminaires, c'est qu'on décide d'aller dans un endroit que personne n'a fréquenté, que personne ne connaît. Donc, on va le visualiser sur une photo, on va projeter notre conscience et on va se voir dans ce lieu. On est les yeux fermés, on se voit et on peut se parler. Alors, on entend ou on n'entend pas, mais ça, quand on fait ça, ça montre vraiment que la conscience, elle n'est pas localisée. En fait, la conscience, elle n'est pas située dans la tête. La conscience, elle vient d'en haut et nous, puisque nous sommes en vie, elle est dans notre tête, mais on peut la projeter où on veut. On peut la projeter dans un autre lieu et on peut la projeter dans un autre temps, c'est-à-dire à la fois dans le passé ou dans le futur. Ce qui veut dire que je peux travailler sur des vies futures, par exemple. Ça fait partie des choses qu'on a vues dans une des formations en voyage quantique, où on va aller chercher ce qu'on appelle une progression, pas une régression, mais une progression, c'est-à-dire une régression. C'est-à-dire c'est un voyage dans une vie future, pas dans le futur de votre vie, mais dans une vie qui n'est pas encore accomplie, sur laquelle vous allez pouvoir ramener des informations. Et c'est ça que moi qui me plaît, c'est de jouer avec ces dimensions espace et temps. Comme ça, le ici et maintenant, il est multidimensionnel en fait. Et du coup, ça m'interpelle quand vous dites la conscience est dans notre mental parce qu'on est en vie.
Est-ce qu'il y a une question de force mentale, du coup, pour Oui, pouvoir... il y a une question de force mentale, parce que c'est ça qui emprisonne la conscience, c'est la force mentale. Parce que quand on a des opérations médicales, il suffit de suivre tous les gens qui ont fait des EMI, donc des Near-Death Experience, racontent la même chose. Ils se voient dans un tunnel, et puis il y en a certains, avant le tunnel, ils se voient dans la salle d'opération, et leur conscience, ils disent, je suis au plafond, je vois mon corps, je vois les infirmières qui sont catastrophées parce que l'électroencéphalogramme est à zéro et que mon cœur s'est arrêté, mais les personnes, elles enregistrent tout ce qui s'est passé. Et à leur réveil, elles peuvent dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que alors que l'électroencéphalogramme est à zéro, il est à zéro. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de vie cérébrale. Eh bien, la personne enregistre tout ce qui se passe et quand elle va être ramenée à la vie, elle va dire ce qui s'est passé. Et donc, ça veut vraiment dire que la conscience, elle est là. Mais elle n'est pas liée au mental, puisque le mental n'était plus en activité à cause de l'électroencéphalogramme à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'activité électrique. Et malgré ça, la personne a tout enregistré. Donc là, il suffit de lire toutes les expériences. Le professeur Charbonnier en parle aussi, puisque c'est un anesthésiste qui a eu pas mal d'expériences par rapport à ça. Mais que ce soit Brian Weiss, parce que le premier qui en parle, c'est Brian Weiss. Et puis après, il y a eu Michael Newton avec ses expériences. Et d'ailleurs, on a fait une formation sur l'hypnose spirituelle avec Alex Michel, où justement, je parle de ces expériences, où on va entre la vie entre les vies et des personnes qui font un arrêt cardiaque ou qui partent de l'autre côté et qui reviennent, c'est exactement ça. C'est-à-dire leur conscience n'est plus dans le corps, n'est plus dans le mental, et elle va enregistrer les informations, et elle va ramener les informations dans le mental et dans le corps. C'est fou. Et ça, c'est pas, je suis pas gourou quand je dis ça. Il suffit de lire partout les expériences de retour d'après-vie, et ce sont des grands scientifiques qui en parlent le mieux en plus. Oui, la science aujourd'hui rejoint absolument tous ces témoignages Tout qu'on à fait. magnifiait fut quelques années d'un peu, un peu étrange. Euh, donc Ouais, c'est ça. le lien entre notre corps physique, notre conscience, euh, à quel endroit on peut moduler une interaction bénéfique et bienfaisante et productive contre une interaction polluante, en fait. Quel est le déclencheur? Parce que, Alors, c'est une question très intéressante que je vais aménager un peu. oui, Euh, c'est pas du coup, ça veut dire que c'est pas la conscience qui est dans notre corps, c'est notre corps qui est dans notre conscience. Si j'ai un arrêt du cerveau, un arrêt cardiaque, ni électroencéphalogramme, ni électrocardiogramme, que j'enregistre tout, c'est pas ma conscience qui est dans mon corps, ni dans mon cerveau, puisque la conscience, elle continue à enregistrer ce qui se passe. Et si elle était dans le cerveau, elle devrait plus fonctionner. Donc, elle n'est pas liée au cerveau. Elle est localisée dans le cerveau quand je suis en état bêta. Pour ça, je dis souvent, est-ce que vous voulez vivre comme un gros bêta, c'est-à-dire limiter les états bêta, ou alors être plutôt dans le flow. Et là, on va voir différemment et on va prendre conscience que c'est notre corps qui est dans notre conscience. Et si je commence à dire ça comme mantra, je peux vous dire que ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Et quand les gens me demandent comment on peut développer les pouvoirs psychiques, déjà, arrêtez de croire que votre conscience est dans votre corps, mais plutôt projetez que votre conscience englobe votre corps. Et là, à ce moment-là, vos pouvoirs psychiques peuvent se libérer parce qu'ils sont plus engoncés dans votre corps. waouh. Ça, c'est toutes les expériences chamaniques mènent à ça, de comprendre qu'effectivement, il y a des expansions de conscience. C'est ça, les expansions de conscience. Mais c'est pas les expansions de conscience comme je le vois un petit peu dans la méthode New Age où on va vivre, aller à un séminaire pour vivre quelque chose et on s'échappe de notre conscience limitée pendant 2 heures et puis on est super content d'avoir fait un truc et puis on revient à notre réalité quotidienne. Eh oui, En fait, c'est de s'ouvrir à une autre réalité dans un autre mode de fonctionnement. Parce que c'est le mode de fonctionnement qui nous ouvre, qui nous enferme. eh oui, c'est là où c'est très, très puissant ce que vous venez de dire à l'instant, parce que il y a beaucoup d'échappées.
Euh, C'est ça. mais là, on intègre une dimension incarnée. C'est ça, en fait, c'est l'intégration. Parce que aujourd'hui, on est dans une infobésité. On n'a jamais eu autant d'informations. On a accès à toutes les informations, même celles qu'on ne connaissait pas il y a 25 ans. Mais c'est pas parce qu'on y a accès qu'on les intègre. Et ça, c'est pour moi la grosse différence. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le savoir. Le savoir, en langue des oiseaux, c'est voir ça. On voit les choses. La connaissance, c'est naître avec, connaissance. Donc déjà, c'est intégrer le savoir. Et c'est quand on intègre le savoir que la vie, elle peut pas être la même. Elle peut pas être la même parce qu'on renaît, on est dans une naissance de nous. Olivier, je suis sûre que vous avez induit dans la conscience de nos auditeurs l'envie de vous retrouver pour la deuxième partie de cet entretien. Je me trompe ou pas? Peut-être, c'est pas impossible. Non, c'est pour voilà, mettre une note d'humour. Mais en tout cas, on termine ici ce premier temps ensemble, absolument passionnant. Évidemment, vous êtes totalement libre de nous retrouver ou pas, mais quand même, ce serait bien. Alors, à très vite pour la suite. Merci, Olivier. À bientôt, Karine, et à bientôt tout le monde dans une autre dimension.